Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. On est de retour pour cet épisode de septembre avec un programme assez chargé. Vous verrez, on a plus que 4 films, on a fait du rab, des heures supplémentaires. Mais d'abord, comment ça va l'équipe ? Ça va super. Hello, ça va super. Super. Ça va ? Ému de revenir là où tout a commencé pour le podcast ? Ouais. Puisqu'on est sur le lieu d'enregistrement de notre premier épisode pilote qui était notre top 10 films, qui n'existe plus maintenant. À mi-misant. J'espère que cette fois la qualité du son sera un peu mieux que la première fois, qu'on a progressé entre temps. Et ben on commence avec le quiz, la séquence que vous attendez tous et toutes avant de faire les critiques. Et donc ce mois-ci, j'ai des questions qui sont essentiellement sur Sirat et Une bataille après l'autre, parce que les autres films qu'on a vus avaient pas trop de questions. Enfin, il y a des films qu'on n'a pas tous vus, donc j'avais pas envie de faire de quiz dessus, et puis certains films où il n'y avait pas forcément de questions intéressantes. Donc on commence avec les questions pour Sirat. Alors, il y a un grand réalisateur qui a produit Sirat, mais qui ? Vous pouvez faire des propositions pêle-mêle et le premier Pedro qui a la réponse. Almodovar. Ouais, C'est un point mais pour je le Gas. savais moi aussi. Putain, bravo. Bravo. C'est net, c'est sans bavure. Bravo, Gas. Putain. C'est bravo. moi qui te l'ai dit en plus. C'est Nina qui me l'a dit. Et bah voilà. J'ai la haine. Et voilà. C'est la boîte de Pedro Almodovar qui a produit le film. Elle a nourri son ennemi. Ok, deuxième question qui est autour de Oliver Lacks et sa filmographie. Il a réalisé une perf assez exceptionnelle pour ses 4 premiers longs métrages. C'est qui ? Laquelle ? C'est Le qui réalisateur de Sirat, pardon. Oliver Lacks. Il a fait 4 films dans sa carrière et autour de ces 4 films, il y a une performance qui est assez forte. Laquelle ? Je vous laisse faire des propositions pêle-mêle. Si vous ne trouvez pas, je vous donne des indices. Il a toujours pris les mêmes acteurs. Je connais pas du tout sa Non, filmographie. c'est pas donc ça. Je vais me planter. Mais je vous pense. pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller franco et je vous mettrai des Même indices. décor, même Non. lieu. Non. C'est des films qui ont un budget très faible. Non, c'est pas ça. Exactement la même équipe technique. Non, ça se joue pas sur ça. Ça se joue Est-ce pas que- sur les conditions de tournage, sur la réalisation ou quoi. Il a énormément de temps de film. Non, c'est pas ça. Le box-office ? Non. Mais là, tu commences à te rapprocher parce qu'on est plus sur Les l'après. spectateurs, ouais. L'après, en fait. Ouais. Ce qui se passe. Ils ont tous été sélectionnés à Cannes. Non, mais on en brûle là. C'est tous à la Mostra de Venise, Non. au Berliner Ours. Non, Ils ont tous été récompensés presque. à Cannes. Ouais, point pour Nina. Ces 4 films, il a toujours gagné un titre au Festival de Cannes. Donc cette année, c'est son titre le plus important pour Sirat. Mais ces 3 précédents films, ils ont chacun eu des trucs soit à la quinzaine des cinéastes. Enfin bon, pas la quinzaine. Ouais, en tout cas, il a toujours été primé. Donc là, il est sur un 4 sur 4 pour ses films à Cannes. Génial. Ok. Donc il y a un point pour Gas, il y a un point pour Nina. Il reste 3 questions. Et là, c'est sur une bataille après l'autre. Alors, Leonardo DiCaprio, il a raconté en interview qu'il devait tourner avec Paul Thomas Anderson, le réalisateur de Une bataille après l'autre, il y a plusieurs années, pour un film qui s'appelle Boogie Nights, qui est devenu culte. Mais il a refusé le rôle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un acteur avec qui il voulait pas jouer. Non. Parce qu'il jouait un autre film. Ouais, mais il me faut une réponse plus Il précise. jouait Titanic. Un point pour Gas, c'est exactement ça. Putain. Donc il était pris sur le tournage de Titanic et il a choisi ça. Et donc c'est Mark Wahlberg qui a eu le rôle pour Boogie Nights, qui est devenu un film très culte. Mais sauf que je pense qu'on peut quand même se dire que DiCaprio a fait le bon choix, même si on peut discuter de quel est le meilleur des films des deux. Mais c'est quand même un film qui a donné une fame de malade à DiCaprio. Donc ouais, il a privilégié Titanic. Et donc maintenant, des années plus tard, il se retrouvait pour faire une bataille après l'autre. Question suivante. Les acteurs étaient très impliqués dans leur rôle pour une raison particulière. Laquelle ? Je vous laisse faire pareil pêle-mêle et je vous donne des indices si vous ne trouvez pas. Est-ce que c'était confiné ? Non. Parce que c'était pendant le Covid. Non. Parce qu'ils Parce qu'il y avait des mauvaises conditions météo ? Non. Parce qu'il y a eu une des politiques sur l'immigration. Non. Parce qu'ils étaient bien payés. Non. Même si ils ont été bien payés, puisque DiCaprio a pris entre 20 et 25 millions, mais c'est pas ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire comme indice, c'est que dans cette implication-là, dans leur rôle, DiCaprio, il a mouillé la chemise par rapport aux C'est autres. par rapport au truc politique. Non, Ah, ils ont tous financé le film. non. C'est pendant le tournage. Ils ont tous fait toutes les scènes, même les cascades. Un point pour Snea, c'est ça. Ah ouais. Ils ont fait leur cascade eux-mêmes, et donc la scène du bâtiment, qu'on spoilera pas, avec DiCaprio, c'est lui qui fait le saut.
Putain. Du bâtiment. Pauvre. Ah oui. Ah Le- ouais. Avec l'arbre Oh là. là Non, mais là. Et arrête. qui saute de la voiture. Ouais. C'est tellement vaillant. Waouh. En gros, donc ils ont raconté que ça a été hyper cadré et piloté avec le chef des cascades, mais que du coup, notamment à la scène du bâtiment avec l'arbre, c'est DiCaprio qui l'a fait pour de vrai. Mais c'est eux qui ont demandé à faire leur cascade? Bah ouais, je crois, ouais. J'ai pas vraiment les contours, mais oui, ils ont fait leur propre cascade et notamment DiCaprio qui genre en mode s'est entraîné physiquement à mort pour le rôle et du coup a fait les deux cascades un peu les plus phares du film, dont une qui a l'air d'être bien salée. Ah, c'est stylé. Ah ouais, c'est intense. Allez, dernière question. Cette année, je me suis permis de faire revenir le format de questions que Sné déteste. Quel est le budget du film Une bataille après l'autre? Donc, je vous laisse chacune faire une proposition et la personne qui sera la plus proche gagnera le point. 140 millions. 220 millions. 230 millions. Et bah, il y a un tout pile. Et c'est Sné qui a le tout pile. Putain. Quel la point. rage. C'est 140 millions de dollars. La rage. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que, en gros, lui, déjà, toute sa carrière, il a tourné avec des budgets entre 20 et 50 millions grand max. Et sachant que tous ses précédents films, ils n'ont pas vraiment bien performé au box-office. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment couvert leur budget totalement ou quoi, même s'ils ont des budgets assez limités, donc ça allait. Et Warner Bros, la seule chose qui leur a fait accepter de mettre un budget aussi énorme pour un mec qui a aucun passif de gros box-office, c'est la présence de DiCaprio. Donc c'est ça qui a changé la donne et qui a fait que Warner Bros a accepté de mettre un aussi gros billet. C'est ça le casting, hein, Sné. Ah, c'est fou. On en a parlé en plus l'autre fois. Et bah c'est tout pour ce mois-ci. C'est 5 questions, ça s'est plutôt partagé entre vous en fait, j'ai l'impression. Bah, en juste termes moi, de j'en ai points. qu'une, mais. J'ai gagné. Bravo Gas. Et bah on Merci. passe à nos films. Et ben on enchaîne sur nos films. Donc je vais vous l'annoncer aujourd'hui, on n'a pas 4 films mais 6. Au programme Sirat, Connemara, L'intérêt d'Adam, Nino, Une bataille après l'autre et French Lover. Et donc on commence avec Sirat de Oliver Lax. Un père et son fils parviennent à une rave perdue au cœur des montagnes du sud du Maroc. Ils cherchent Mar, fille de la famille, disparue depuis plusieurs mois lors de l'une de ces fêtes. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Alors, c'est moi qui vais commencer sur Sirat. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arène du film. J'ai trouvé que c'était hyper original. J'ai adoré notamment l'ambiance du début du film, qui est vraiment une ambiance de fête, une ambiance rave. Enfin, moi, j'étais vraiment dedans, malgré que je trouvais que... Enfin, ça me semblait long, et en même temps, ça me dérangeait pas tellement. Mais après, on fera une deuxième partie spoiler après le premier tour de table. Mais il y a des éléments du film qui m'ont un peu dérangée et j'avais des attentes. J'aurais aimé justement rester vraiment dans cette arène du début du film et je trouve qu'elle se perd et pour moi ça a été assez déceptif. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence dans le film. Plutôt dans la deuxième partie et que toute cette violence-là, bah, moi, ça m'a mis vraiment mal physiquement. Et du coup, bah, je dirais que ça m'a empêché d'aimer le film. Enfin, ça m'a tellement mis dans un mal-être que malgré l'originalité et pas mal de choses que j'ai appréciées, j'en garde pas un souvenir hyper agréable et je me dis a posteriori que si je l'avais pas vu, je m'en serais peut-être passée. Enfin, j'ai trouvé que la violence était un peu gratuite par moments. Et je pense que c'est ça qui m'a dérangée. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si on fait le premier tour de table, pas spoil alors. Ouais, bah je peux prendre la suite. Moi, je vais être assez aligné avec toi, c'est-à-dire que moi, déjà en amont, on en avait parlé, j'avais entendu parler au Festival de Cannes, que c'était un peu une promesse, un peu de choc absolu, de film un peu qui te roule dessus. Et là-dessus, je dois dire que la promesse, elle est plutôt tenue parce que je trouve que le film, c'est vraiment un choc.
Ça prend les personnages, le spectateur, et ça broie un peu le spectateur. Là où j'ai un peu de réserve, c'est la première que tu as dite, c'est-à-dire que pour moi, cette violence-là, un peu psychique, physique, je sais pas si elle sert vraiment un but et des effets particuliers. Il y a un peu un côté un peu gratuit par moment, ou en tout cas qui m'apporte pas grand-chose. Et la deuxième réserve qui est plutôt personnelle, donc je mets un peu de guillemets sur celle-ci, mais c'est que je pense que je suis pas encore très à l'aise avec ces sensations-là au cinéma, c'est-à-dire de vraiment me faire rouler dessus, d'être mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise d'ailleurs, non, d'avoir un peu ce mal-être-là, parce que c'est des sensations, enfin voilà, qui sont plutôt du côté désagréable et j'ai un peu de mal. Moi je sais que par exemple j'aime pas avoir peur au cinéma, donc c'est pour ça que je suis pas trop au cinéma de genre. Le malaise, par contre, j'ai appris récemment et maintenant j'aime beaucoup les films qui jouent sur le malaise, l'humour autour du malaise. Mais là, ce côté-là, un peu désarroi, qui te lessive, je crois que j'ai encore un peu un apprentissage. Je sais pas si ça sera encore le cas demain, mais en tout cas, pour le moment, je pense que sur ce film-là, c'est encore un peu tôt pour moi dans la phase où j'en suis et que du coup, je ressors pas avec un vécu que je peux te dire que j'ai apprécié ou qui m'apporte énormément de choses. Même si, là, comme tu l'as dit sur La Reine, moi je trouve que la réalisation, elle est vraiment bien, elle est vraiment belle, elle est bien tenue. Là-dessus, j'ai rien à redire parce que le cadre il est bien aidé par son décor, hein, évidemment, mais il en fait quand même quelque chose et ça, c'est quand même une force. Au niveau du rythme aussi, j'ai trouvé ça pas mal parce que bon, c'est facilité par le fait que c'est un road trip, donc le récit il avance assez facilement. Mais j'ai quand même trouvé ça bien tenu. Et puis après sur les acteurs aussi, Sergi Lopez notamment, qui me porte bien dans le film et qui me maintient dans le film tout du long. Donc en fait, je suis assez globalement d'accord avec toi, Nina. Je reconnais les qualités franchement, mais par rapport à mes goûts personnels et mon appréhension du cinéma et les émotions que je ressens, c'est pas une expérience que j'apprécie fortement. Qui veut prendre la suite? Euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Walid, sur le fait de la gratuité de la violence. Ce film, c'est un choc. Euh, et par contre, la violence qui est dedans, c'est vrai que des fois, je me disais, ah ouais, c'est vrai que c'est choquant, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi on voit ça? Pourquoi il se passe ça? Et du coup, enfin, ça fait un peu improbable et ça fait un peu bizarre dans le récit. Et du coup, moi, je me suis pas mal posé la question, en fait, mais pourquoi tout ça? Peut-être qu'il y a des messages derrière, mais ça a l'air vraiment brut et sans arrière-pensée. Donc c'est vraiment... après, c'est aussi pour ça que ça fait tant un choc. C'est que c'est vraiment sans contexte, sans transition et brut, quoi. Et au-delà de ça, le film, je l'ai bien aimé. Les décors, comme tu dis, sont ouf. C'est vraiment magnifique. La musique aussi, elle est vraiment géniale. Même si on n'est pas fan de rave, je pense que la musique, elle nous transporte. Et l'expérience dans la salle de cinéma, ça fait vraiment quelque chose. Moi, je suis d'accord avec vous, mais en partie. Je nuancerai un peu parce que je trouve que le film, enfin en tout cas, ce qui se passe dans le film, notamment comme disait Gas au niveau de la musique et vous au niveau de la violence, pour moi ça a eu deux intérêts. C'était que premièrement j'ai ressenti des choses corporellement que j'ai pas ressenti dans beaucoup de films. J'avais vraiment l'impression quand j'avais peur que mon cœur battait hyper vite. Quand il y avait de la musique, il y avait vraiment des moments où je me sentais un peu transportée, mais enfin, pas dans un état second, mais parce que la musique s'arrêtait, mais parfois j'en étais pas loin. Et je trouve que du coup, ça m'a vraiment fait traverser des choses et ressentir mon corps d'une manière que peu de films ont réussi à le faire. Et la deuxième chose que je trouvais intéressante, c'était que d'un point de vue scénaristique, la violence, je trouve qu'il décrit quand même des personnages qui sont un petit peu éloignés de leur famille, qui sont complètement perdus dans un désert sans aucune trace de leur histoire, de leur passé.
Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette violence-là, c'est comment est-ce qu'il gère le deuil, comment est-ce qu'il gère la douleur. Et je trouve que c'était assez intéressant de les voir un petit peu à chaque fois faire comme si rien ne s'était passé, faire table rase, un peu de la même manière qu'ils ont pu le faire de leur vie, c'est-à-dire un petit peu fuir aussi l'état émotionnel dans lequel ça pouvait les mettre. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça complètement inutile, personnellement. Est-ce qu'on passe à la partie où on se permet un peu de révéler Ouais. des choses sur... Et bah du coup, on va passer dans une partie spoiler parce que c'est un film quand même qui a pas mal de bascules. Donc ce qu'on vous propose, si vous voulez garder la surprise, c'est de passer au film suivant qui sera c'est Connemara. Et sinon, si vous voulez rester avec nous, bah du coup, on passe sur la partie spoiler à partir de maintenant. Parce que moi, du coup, j'aimerais bien réagir Sans à ce que vient de transition. à ce que vient de dire Snéha. En fait, moi, je suis hyper d'accord avec toi que, et en plus, je trouvais ça hyper pertinent ce que tu viens de dire sur le fait qu'effectivement, ils ont un peu fait table rase de leur passé et qu'il y a la même chose avec le deuil. Mais justement, je trouve que, en fait, un peu l'accumulation de violence et du coup de décès, donc dans la deuxième partie du film, laisse pas tant le temps que ça, en fait, de voir comment ils gèrent le deuil, les personnages. Je trouve qu'en fait, le premier, je vais peut-être pas, on spoil à fond ou Bah oui, de toute façon, on est dans la partie spoiler. le donc tu premier peux y aller. décès, le décès du fils. En fait, les autres décès, les explosions qui vont suivre, ça arrive très peu de temps après. Et du coup, je trouve qu'il n'y a même pas vraiment le temps de processer ça. Et du coup, moi, j'ai ressenti un peu une double frustration. Au début, il y avait un peu la promesse de la recherche de cette fille. Et en fait, la deuxième partie du film, on oublie totalement ça. C'est tellement Ouais, c'est plus du tout un le enjeu, ouais. bordel que c'est plus du tout un enjeu. Et je trouve que du coup, on n'exploite pas... finalement, eux, ils ont réussi un peu à faire famille en dehors de leur famille, ce groupe. Et puis, il y a Sergio Lopez et son fils qui se rajoutent à ça. Et toute cette nouvelle construction un peu justement familiale, je la trouvais hyper intéressante. Et moi, j'avais vraiment envie de suivre leur périple jusqu'à l'autre festival. Et du coup, ça, j'ai été un peu frustrée de cette première promesse. Et la deuxième, justement, avec les décès un peu à la chaîne, et je trouvais que pareil, ça prenait pas le temps. Et du coup, moi, j'ai été un peu frustrée de ces promesses un peu jamais abouties, quoi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être une accumulation qui t'empêche du coup d'approfondir, c'est vrai. C'est vrai que même sur la deuxième partie, quand ils sont dans le désert et qu'il y a des explosifs, je trouve que ça aurait pu suffire, par exemple. Enfin, Ouais. même dans ça, je trouve que là, c'est un petit peu caricatural, du coup. Mais il y a un truc qui est assez intéressant dans le fait que le père soit la seule personne qui arrive à traverser les mines. Et je me demandais pour lui ce que ça voulait dire, en fait. Que ce soit parce qu'à un moment, il dit un truc genre moi, je le fais les yeux fermés. Enfin, je sais plus ce qu'il dit exactement. Oui, mais il pense plus, il arrête de penser ou quoi, et il y va, il fonce quoi. Enfin, c'est un peu, je trouve que c'est genre le truc, c'est un peu métaphorique, c'est qu'il est dans l'acceptation de ce qui peut arriver, et il est plus dans l'arrière-pensée de chaque pas, et genre il avance, et puis si ça explose, si ça explose pas. Donc c'est un peu lui qui est au stade le plus avancé du deuil, qui est l'acceptation quoi. Ouais, d'accord, ok. Mais ouais, mais bon après je trouve ça intéressant, mais en même temps c'est des métaphores un peu balourdes, je trouve quand même. Même le côté un peu. En fait, moi, le côté que j'aimais bien au départ, c'était un peu le choc des deux mondes. C'est-à-dire, ce monde-là de la rave et le père qui est et son fils Ouais, qui c'est sont vrai. complètement Ouais. déconnectés de ça et qui sont forcés par la recherche de la fille de se connecter à ce monde-là, de le découvrir, aussi d'avoir de l'empathie pour eux. J'ai trouvé ça, ce côté-là, un peu intéressant parce qu'en plus, des gens de ravers comme ça, c'est un peu des gens marginaux de la société qu'on regarde un peu avec un œil méfiant. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que la deuxième partie où du coup il y a un peu ce côté, du coup le Sirat qui est le chemin entre le paradis et l'enfer. Et donc là, on est passé du côté de l'enfer. J'ai un peu plus de mal.
Et surtout que je trouve que le film, en plus, demande des efforts importants parce qu'il demande une suspension d'incrédulité qui est quand même assez dingue parce qu'il y a quand même des sujets un peu, enfin des incohérences qui sont quand même un peu fortes et qui te demandent de quand même d'accepter ça, quoi. Genre le fait que, bon, déjà le fait qu'il emmène son fils jusque-là, Ouais. c'est quand même une grosse ficelle. Et puis il y a le côté aussi Troisième Guerre mondiale en fond qui sert à rien. Je comprends toujours pas le pourquoi ces scènes où ils écoutent la radio et qui comprennent qu'il y a une guerre mondiale qui est en train de se déclarer, quoi. Hmm. Ouais, moi je suis alignée avec toi sur ça aussi, c'est que d'habitude j'essaye de pas m'attacher trop à la cohérence et un peu à me laisser emporter. Et là, il y avait vraiment des trucs de cohérence où moi je sais que ça m'arrêtait vachement et j'étais vraiment en mode mais non, ça c'est pas possible. Genre même quand ils arrivent sur l'endroit avec le camion où il y a les mines, il y a quand même très peu de chances que le camion se soit pas fait sauter avant, étant donné qu'après il faut 1 centimètre et bon. Mais c'est pas grave, mais moi ça me sortait aussi un peu du... Ouais, je comprends. En fait, j'étais un peu en mode le hasard ne peut pas être que malchanceux, faut pas non plus... Ouais. Bon, bref. Ouais, l'acharnement sur les personnages, il est un peu lourd à la longue, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a ajouté quelque chose sur Sirat? de mort. Ouais, c'est un film qui est un peu dur. En fait, je suis en train de réfléchir, ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que moi, j'ai pu suspendre ma crédulité parce que j'étais justement tellement happée émotionnellement que du coup, je me posais pas trop des questions existentielles en fait. J'avoue que j'étais vraiment dans le film. Bah moi, c'est vrai que ce que je peux dire quand même pour aller dans ton sens, c'est que ces incohérences-là, elles me sont plutôt arrivées après le film et pas pendant. C'est-à-dire que pendant, j'étais tellement pris, un peu choqué, que j'étais pas à me questionner sur la cohérence du récit ou les incohérences. C'est plus après, quand ça se décante, où tu commences à te dire, mais en fait, il y a tel truc qui vont pas forcément, quoi. Ouais, je suis d'accord. On peut dire quand même que c'est très original comme proposition. Oui. On peut lui accorder ça, ouais. Et les acteurs, ils sont pas tous, la plupart... Sauf Sergi Lopez, c'est tous des amateurs. Ça, ouais, parce qu'ils jouent quand même tous très bien, je trouve. En fait, c'est des gens qu'il a trouvés en rave. Donc, il a enchaîné des raves pour voir un peu des profils un peu comme ça, enfin un peu cassés, avec qui sont un peu des gueules de cinéma, parce que du coup, ils ont quand même du vécu et leur corps est marqué par leur vécu. Et donc, il les a choisis comme ça, ouais. Et moi, juste avant de conclure, je me permets juste de rajouter quelque chose, parce que ça me revient maintenant, puisqu'on a parlé des acteurs. Je trouve que les images, c'est beau, c'est original, mais justement, j'ai trouvé que les dialogues, il y a des moments, c'est quand même un peu un puits sans fond. Genre notamment, je pense au moment où ils échangent après la mort de deux personnes qui se sont fait sauter. Il y en a 2 qui ont un discours sur leur père, qu'ils ont vu mourir, pas vu mourir. Ah oui. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où les dialogues étaient quand même un peu poussifs, quoi. Bah, maintenant que tu dis ça, je me souviens que j'avais dit à Walid en sortant de la séance que en fait, je crois que j'aurais presque aimé que ce soit un film sans dialogue. Ouais, bah je suis En fait, d'accord avec j'aurais toi. trouvé ça assez intéressant. Il n'y en a pas beaucoup des dialogues, de Ouais. toute façon. Ouais, Et j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'il y en avait, c'était peut-être un peu superficiel, ouais, comme tu dis. j'ai trouvé pareil. Tu veux rajouter un truc, Gas? Non. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Et hein. bah voilà, donc on est quand même plutôt globalement positif avec nos réserves par rapport à Sirat. Donc on vous recommande quand même de le découvrir si vous le souhaitez. Et on va passer à notre deuxième film. Et ben on enchaîne sur notre deuxième film qui est Connemara d'Alex Lutz. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marshall. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Issue d'un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd'hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l'oblige à quitter Paris, revenir là où elle a grandi, à Épinal. Alors, Connemara, c'est un film que j'ai vraiment détesté, qui m'a vraiment donné envie de gerber, parce que la réalisation, elle me donnait envie de vomir. Donc, c'était la fois où j'avais le plus envie de vomir d'une séance de cinéma. Et j'étais trop content d'aller au ciné. Et à la fin, je suis ressorti, j'avais la gerbe et j'ai eu du mal à manger tellement j'avais envie de vomir. J'avais vraiment une barre dans le ventre. Et en vrai, il n'y avait pas que la réalisation qui n'y allait pas du tout, il y avait aussi tout le film. Parce qu'au-delà de la réalisation, où tu avais plein de caméras à l'épaule qui bougeaient dans tous les sens, un peu comme si tu fais bouger un cerf-volant en 8, bah là c'était pareil avec la caméra et du coup c'était vraiment un bateau
qui donnait envie de vomir. Et ensuite, le scénario, moi, je trouvais que enfin, toute l'histoire, j'ai trouvé que ça m'avait aussi donné envie de vomir. Parce que j'y croyais pas trop, c'était un peu sans romantisme, un peu inerte. Même si j'adore Bastien Bouillon avec sa voix, sa petite bouille, mais j'y croyais pas. Les histoires annexes, j'y croyais pas. Donc vraiment, c'était un grand tout qui faisait un grand vide. Moi, je suis hyper alignée avec Gas. J'ai eu exactement la même sensation physique où en fait la caméra elle bouge énormément et il y a plein de scènes. Ils remettent souvent des scènes qui ont déjà eu lieu dans le film, ils les repassent et il y a plein de cuts, ça va hyper vite. Le montage il est hyper hyper rapide. Et c'est vrai que moi aussi, je me disais, j'ai la nausée et je pensais vraiment que c'était moi. Donc ça m'a rassurée à la fin quand on en a parlé parce que j'étais en mode, ça m'a vraiment mis hyper mal. Donc c'était très bizarre. Et après, j'ai trouvé, il y a plein de choses. J'ai trouvé que c'était hyper déprimant. C'est un film vraiment genre sur la cinquantaine. C'est un peu un état des lieux de la cinquantaine où tes parents vieillissent et ils vont mourir. Ou, Plutôt quarantaine, non? non, ouais, ok, fin de quarantaine. Tes parents vieillissent, ils vont mourir. Ça fait 15 ans que t'es avec ton mec, donc vous allez bientôt divorcer. Tes enfants, t'en as ras le cul. Et t'es un peu à un état Et tu dans fais un ton taf burn-out. où... Ouais, Ouais. c'est ça. Et en fait, c'est vraiment un état des lieux en mode... c'est vraiment le moment... Enfin, c'est une sorte de discours un peu nostalgique et défaitiste. Ah ouais. Hyper plombant. Ah, ça pue la défaite. Hein. Franchement, c'est hyper plombant et ça cherche un peu à tout traiter. Genre, Bastien Bouillon, son père a Alzheimer. Elle, c'est une femme dans le travail, elle va pas avoir sa promotion. En fait, enfin, je sais pas, 1000 thématiques, encore une fois, traitées trop vite, trop maladroitement. En fait, on suit le point de vue de Mélanie Thierry, j'arrive jamais à la prononcer. Thierry, et elle, c'est une sorte de petite bourgeoise donc qui arrive, qui retourne dans le lieu où elle a grandi, et sauf que elle est exécrable. Genre, elle est sans empathie, elle est méprisante, et du coup, en fait, tu adoptes son point de vue alors que tu la détestes. Donc, en fait, c'est hyper difficile à suivre. On s'est dit quand même, c'est un peu condescendant. C'est totalement condescendant. De la campagne, genre tu vois un mariage, ils font des blagues de beauf, ils sont habillés Ouais. comme des ploucs. Ah ouais. Et puis elle est censée être de la ville, donc elle est censée les juger, puis eux, ils la jugent aussi. Enfin, du coup, il y a énormément de clichés, quoi. Lui, c'était le beau gosse du lycée qu'elle a toujours aimé. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que tout était vraiment mal amené, pas intéressant. Enfin, voilà. Pas pertinent. Ils ont passé dans la dernière scène et fait la chanson Connemara. Enfin, c'était un manque de subtilité. Ouais. Et puis surtout, j'ai pas compris. Enfin, j'ai eu vraiment du mal à comprendre la morale de l'histoire, quoi. Qu'est-ce que voulait dire le film? Ouais, c'est vrai que. Mais pourtant, compliqué. il paraît, j'en ai discuté avec des gens, donc c'est une adaptation. Ouais. Et je crois que c'est une adaptation d'un bouquin qui est vraiment bien. Donc voilà, peut-être à lire et à voir si c'est mieux, mais là, c'était vraiment complexe. Ouais, j'avais des questions. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous trouvez que ça avait de l'intérêt, par exemple, de faire d'avoir une caméra qui bouge comme ça, enfin que ça avait derrière un intérêt scénaristique ou que sais-je? Elle sort d'un burn-out, l'actrice principale, donc elle est un peu. On sent que dans sa tête, c'est pas très clair, donc c'est un peu des tourbillons dans sa tête, etc. Donc au début, effectivement, ça sert le propos parce que tu la vois à Paris, rue de Rivoli. Tu vois qu'elle fait des gros trucs de réduction d'effectifs, donc tu vois qu'elle a un métier très prenant avec beaucoup de pression, et du coup il y a beaucoup de cuts et elle tombe plus ou moins dans les pommes, donc en fait avec elle tu tombes un peu dans les pommes parce que du coup la caméra elle est trop bizarre, et en fait après ça s'arrête pas vraiment parce que dans tout le film elle revient après son burn-out à Épinal, et en fait elle est toujours embrouillée, et du coup la caméra elle bouge toujours, donc je pense que c'est pour ça, mais ça rend le truc ingérable, quoi. Mais t'as raison, le début, c'est pas inintéressant parce que ça te montre que le burn-out, ça devient un phénomène physique et tout, donc ça, c'est pas inintéressant. Mais après, moi, je déteste ce genre de film où on te remet des images que t'as déjà vues dans le film. Ah oui.
Et ça m'agace trop. Parce que ça perd du coup. Bah, c'est pas tant que ça perd, c'est que t'as déjà vu les images et ils te les remettent comme si t'avais pas compris qu'elle était en train de penser à quand quand elle a embrassé le mec 2 scènes plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour expliciter un peu où ils veulent Ouais, en un peu. venir, d'accord. Un peu, mais c'est un peu maladroit, je trouve. Et pourquoi ça s'appelle Connemara? Je me demandais. Pas par la chanson, hein. Bah, à la fin, ouais, il y a cette chanson. Et moi j'avais une question parce que du coup là c'est en quelques mois, c'est la deuxième adaptation d'un livre de Nicolas Mathieu. Du coup il y avait eu leurs enfants après eux et donc à chaque fois ça se passe dans le Grand Est et je me souviens que dans leurs enfants après eux j'avais les réserves mais quand même que le décor était super bien filmé, représenté, il y avait quand même de la beauté là-dedans. Est-ce que là il y a un travail par rapport à ça de la représentation d'Épinal ou pas du tout? Non, aucune. Non, il y a très très peu d'extérieur. Ouais. C'est presque que des intérieurs, donc de salles des fêtes, une sorte de petite baraque et une Non. mairie, quoi. Ouais. Mais non, Et c'est la pas... patinoire. Il y a à la rigueur la patinoire avec l'équipe de hockey sur Ouais, glace. ouais, c'est vrai. À la rigueur. Mais franchement, c'est léger et c'est tout. Et puis malheureusement pour eux, il y a eu Partir un jour, hein. Ouais, c'était ma question d'après, parce que du coup, il y a une comparaison qui va vite quand même, j'imagine, entre les deux films. Bah en fait, je me suis demandé en Ouais. plus pendant le film, genre les tournages, ils ont dû avoir lieu en plus À peu près au même moment. peut-être à peu près au même moment, mais je comprends pas que personne se soit dit... Parce qu'en fait, ça se ressemble beaucoup et Bastien Bouillon, il tient le même rôle. Donc Ouais. ça fait que c'est hyper criant et comme Partir un jour est vraiment Il y a encore de génial, la patinoire en plus. ça fait du mal, quoi. Ça fait encore plus de mal au film qu'il Ouais, y a eu il en cet autre souffre. film, quoi. Ouais, Ouais, c'est le jour et la nuit. Hein. ouais. Ouais, moi franchement, c'est un des pires films que j'ai vu depuis très longtemps. Ouais, moi pareil. Ah bah ouais. Il y a rien à sauver du tout. Franchement, il n'y a rien à sauver. Bah moi, Bastien Bouillon, je suis d'accord avec Gas, il me fait quand même rire, il me touche à chaque fois, mais bon, ouais, non. Bon, et ben, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce film? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bon, bah donc vous l'aurez compris, ça a été assez compliqué comme expérience. Et donc on va passer à notre troisième film pour lequel j'espère qu'on sera un peu plus positif. Et donc on passe pour notre troisième film à L'intérêt d'Adam de Laura Vandel. Moi, je m'appelle Lucie, je travaille ici dans cet hôpital. Est-ce que ma maman, elle peut rester avec moi pour dormir? La juge a accepté de vous laisser venir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. L'urgence, c'est que le gamin reprenne du poids et s'en sorte sans séquelles. Sans sa mère, ça marche pas. Il se laisse dépérir. Il faut qu'on fasse avec elle. Adam, 4 ans, est hospitalisé pour malnutrition à la suite d'une décision de justice. Lucie, l'infirmière en chef, autorise la mère d'Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite fixées par le juge. Mais la situation se complique quand celle-ci refuse une nouvelle fois de quitter son fils. Ok, merci pour le pitch. Donc, ce film-là, L'intérêt d'Adam, donc de Laura Vandel, moi j'avais adoré le précédent film qui était Un monde, qui parlait d'harcèlement scolaire d'une manière assez originale avec Karim Leclou. J'avais trouvé ça vachement bien. Et là, cette fois, encore une fois, j'ai plutôt aimé le film L'intérêt d'Adam. Et je me rends compte du coup que ça patte un peu quasi documentaire, caméra à l'épaule, pas de musique, très naturaliste. Ça me parle quand même si de prime abord, c'est pas mon style de film. Mais là, en l'occurrence, ça marche. Déjà, le point un peu fort du film, pour moi, c'est la situation initiale du film qui est assez originale. Parce que du coup, on l'a dit un peu dans le pitch, mais pour l'expliquer un petit peu, c'est que donc, c'est un gamin qui est dénutri, qui s'est cassé un bras à cause de sa dénutrition, donc est hospitalisé au départ du fait de son bras cassé. Et en fait, le pourquoi il est dénutri, c'est parce que sa mère, qui l'élève seule, a une conviction qui est la suivante, c'est que son fils ne peut se nourrir que d'éléments qui viennent d'elle et que le reste c'est du poison pour lui, donc en fait il se nourrit que de lait maternel. Sauf qu'arrivé à 4-5 ans, il est plein de carences. Et donc en fait cette mère-là, elle est à la fois hyper aimante parce qu'en fait elle est vraiment de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle a pas envie de mal à son fils ou quoi, elle croit vraiment à ce qu'elle pense et pourtant elle est nocive pour son fils en même temps parce que du coup elle lui implante des croyances qui vont le mener potentiellement à un décès quoi. Donc ça c'était un peu pour moi le gros point fort de ce film-là, c'est l'ambiguïté de cette mère là qui est jouée par Anna Maria Bartolomei assez brillamment d'ailleurs, qui est à la fois protectrice, aimante, qui est un peu une mère courage aussi parce qu'elle élève seule avec des ressources
ressources financières qui ont l'air très limitées, le père qui reconnaît pas l'enfant, mais qui est en même temps aussi un poison pour son propre fils. Et donc là, la thématique, je la trouve vraiment bien explorée. Il n'y a pas de manichéisme. L'infirmière qui est jouée par Léa Drucker, pareil, tout à fait brillamment, mais bon, Léa Drucker, c'est un pléonasme, c'est-à-dire qu'elle joue bien. Pareil, elle joue un rôle hyper intéressant, assez nuancé, où elle voit un peu les travers de la mère, mais en même temps sa place, son importance, et aussi elle voit un peu le point de vue de la mère. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, de ce point de vue-là, ce traitement-là du sujet. Le film est relativement court parce qu'il dure 1h15, et pourtant c'est quand même un film assez intense parce que en termes de scène, vous imaginez dans le monde médical avec une dimension sociale assez importante, la mère qui veut pas quitter le service, qui en même temps, vous verrez, il y a des péripéties autour de ça. C'est un film qui est quand même dont la tension monte un peu crescendo et qui est assez irrespirable par certains moments. Donc ça, c'est un point qui fait que malgré que le film soit court, on en sort quand même assez lessivé. Par contre, j'ai 2 principales réserves autour du film, parce que là, je suis quand même très positif. La première, c'est une réserve qui est un peu plus globale aux films et séries dans le monde médical. C'est la vision un peu trop, comment le dire, mais admirative que ça donne du monde médical. C'est-à-dire que je trouve que ça devient un peu nocif à la longue de faire cette représentation-là du monde médical comme des figures hyper sacrificielles, qui sont prêtes à tout perdre pour aider un patient de plus, qui sont dévouées au point où en fait ils en oublient vie privée, santé physique, mentale, voilà, qui se perdent complètement dans le métier. Et je dis pas que ça n'existe pas dans le monde médical, mais simplement d'en faire la norme et que toutes les séries, les films dans le monde médical fassent cette représentation-là, je trouve que c'est un peu nocif parce que du coup ça enferme un peu le dévouement du monde médical dans cette figure-là qui est nocive, qui est un peu toxique, là où en fait on peut dire que le personnel médical est tout à fait dévoué, en assumant que c'est des humains, qu'ils ont une vie privée, qu'à un moment ils ont fini leurs heures, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils en ont bien le droit parce qu'en fait ça reste un travail, ça reste un métier. Et ça là-dessus, le film là par contre il a aucun recul par rapport à ça. Et je me pose la question de est-ce que c'est des gens qui sont, parce que du coup Laura Vandel vient pas du monde médical, qui ont du coup un peu un angélisme quand ils viennent, une naïveté de voir le monde médical comme ça, mais pourtant Hippocrate, je trouve que ça tombe dans ce travers là alors que Thomas Leltier est un ancien médecin. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour moi quand même le travers qui commence un peu à me fatiguer dans les films, les séries du monde médical. Et en plus dans ce film là, il y a quelques sujets qui reviennent quand même, qui sont un peu des incontournables du monde médical, le manque de moyens, des choses comme ça qui sont des vérités, hein, mais en tout cas qui sont représentées un peu toujours de la même manière. Et la deuxième réserve, et je finirai là-dessus, c'est un peu l'absence de résolution du film. C'est-à-dire que, je l'ai dit, ça dure 1h18 et quand ça s'arrête, ça s'arrête un peu avant un troisième acte qui viendrait finir le film en fait. Et ça, j'ai eu un peu de mal parce que dans un film où on a quand même 3 personnages principaux, donc l'infirmière qui est jouée par Léa Drucker, la mère et le fils. En fait, il y a un début de résolution pour la mère, de l'histoire de la mère, mais pour l'infirmière, pas du tout. Donc, pourtant, elle a des problèmes, elle a des enjeux personnels dans le film et on en fait, à la fin, on n'avance pas du tout. Et pour le fils, pareil. Donc, ça m'a frustré parce que je me suis dit, bon, laisser des fins ouvertes, laisser des choses qui sont pas totalement conclusives, ça me va bien et parfois c'est assez subtil et intéressant. Là par contre, s'arrêter 30 minutes avant la vraie fin du film et qu'en plus tu m'aies pas donné quand même d'éléments pour un peu résoudre ou en tout cas conclure un petit peu l'histoire de tes personnages principaux, surtout quand on n'a pas 50 000, ça m'a laissé un peu frustré. Donc ça c'est un peu ma grosse frustration du film où j'ai un peu une réserve, c'est l'absence en fait d'un dernier acte qui viendrait avoir le courage de choisir une fin en fait pour ce film. Là du coup il y a un peu un refus d'obstacle, je trouve. Et pourquoi tu penses qu'elle n'a pas voulu conclure ? Moi, le mot est peut-être un peu fort, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de films qui ne font pas de fin, un peu par lâcheté, c'est-à-dire de se dire la fin c'est quand même difficile, sachant qu'en plus on est dans un film social où il y a les enjeux, c'est la garde de l'enfant, la mère, etc. Et en fait, si tu choisis une fin, tu peux faire une fin très dark où en fait il y a un peu réaliste, où il y a la perte de la garde, l'ASE, le gamin qui tourne mal. Et donc là-dessus, ça peut donner côté un peu déprimant, désespérant d'un film,
ou l'autre côté qui est choisir que ça se finisse bien, que la mère ait la garde, des choses comme ça. Et là, par contre, on va te dire que t'es naïf. Et donc, je pense qu'il y a quand même un truc aussi de difficulté de faire une fin équilibrée qui paraisse pas mal écrite. Là où je pense que établir les enjeux du film, voilà, la mère, les scènes un peu classiques où la mère se bat pour la garde, elle témoigne avec, enfin, elle débat avec une administration un peu froide, désincarnée. Bah ça, c'est un peu des classiques, c'est un peu entre guillemets facile à faire, quoi. Alors que finir l'histoire, je trouve que c'est plus difficile. Et donc là, je trouve que ce genre de film, souvent, c'est qu'ils osent pas en fait choisir une conclusion, quoi. Et tu le recommanderais ou pas? En vrai, je le recommanderais, surtout que je trouve que bah, du coup, l'avantage qui est quand même très pragmatique, mais c'est que ça dure qu'1h18. Bon, avec le générique, ça doit durer 1h15, un peu moins. Et que ça se tient bien. Enfin, en fait, c'est vraiment de la bonne facture en termes de film médical. Maintenant, si vous en avez vu beaucoup, consommé pas mal, comme moi, c'était mon cas, bah là, j'avais un peu de réserve et un peu de lassitude sur certaines scènes, sur certains un peu incontournables de ce genre-là, quoi, qui reviennent systématiquement. Voilà. Ok, et moi j'ai encore 2 questions. Ouais. La première, c'est est-ce que tu trouves qu'elle prend un parti? Et si oui, lequel? Et est-ce que ça a du sens qu'elle en prenne un? Et l'autre question, c'est, tu vois, par exemple, dans Un Monde, je trouve qu'elle faisait un truc grave intéressant, c'est qu'elle filmait à hauteur d'enfant. Est-ce que là, il y a des procédés de réal qui viennent un peu servir le propos? Alors, sur ta première question, je trouve pas qu'elle prenne parti totalement, c'est-à-dire qu'elle est assez nuancée. C'est-à-dire qu'elle est, par exemple, sur la mère, qui est jouée par Anna Maria Bartolomei, c'est un personnage qui a du positif, qui a du négatif, et elle va pas mettre l'accent sur l'un des deux côtés. C'est-à-dire elle assume que les deux peuvent exister. C'est-à-dire que ça peut être une mère aimante, protectrice, mais qui en même temps est nocive pour son fils. Et elle va pas choisir un côté ou l'autre, elle va plutôt te montrer les choses telles qu'elles sont, avec la part d'empathie que tu peux avoir pour ce personnage, et puis la part de réalisme aussi, de se dire, bah en fait, là, dans l'état actuel, elle peut pas rester avec son fils. Le seul côté où elle est un peu plus manichéenne, c'est par rapport à l'administration, à la hiérarchie, où bah, tu vois, Léa Drucker, ça va être le classique de l'infirmière qui est trop impliquée, la hiérarchie qui lui dit, il faut que tu te détaches, il faut que tu arrêtes, vas-y, je t'enlève de la gestion de ce dossier, etc. Et qui en fait va continuer, qui devrait partir parce qu'elle a fini sa journée, mais va continuer, des choses comme ça. Là où les autres, bah, ses chefs, du coup les médecins, sont très détachés. Il y a aussi l'administration, c'est-à-dire judiciaire, qui tourne autour du film aussi, qui est très détachée, qui est un peu plus froide. Donc sur ce côté-là, c'est un peu moins nuancé, je trouve. Et après, sur ta deuxième question, non, en termes de réal, le seul point, du coup, c'est que c'est très documentaire, c'est-à-dire que c'est vraiment caméra à l'épaule, c'est-à-dire que ça ressemble à un documentaire à l'hôpital, c'est-à-dire tu suis l'infirmière qui marche dans le service, du coup Léa Drucker, de dos, des choses comme ça. Donc il n'y a pas forcément de réal en plus qui serait un peu plus propre au monde médical, si ce n'est que voilà, ça a un côté un peu très naturaliste, très documentaire, voilà, très dans la réalité du métier et du service, quoi. Voilà. Ok. Moi j'avais trop envie de le voir. Ouais, moi ça m'a donné envie aussi. Voilà. Et je crois et la dernière réserve, pardon, sur laquelle je pouvais finir aussi, qui est un petit peu, enfin, qui est un petit bout de gras dans le film, mais c'est que, en fait, là, je vous ai présenté le film comme suivant seulement l'histoire de la mère et de son fils avec l'infirmière. En fait, par-delà aussi, un peu en annexe, il y a l'infirmière qui traite un peu des petits patients par-ci, par-là, et ça, j'ai trouvé fourre-tout. Par contre, ça veut aborder plein de sujets différents, du coup, parce que chaque patiente représente un peu des thématiques un peu différentes. C'est en tout et pour tout 5-10 minutes du film, mais je trouve ça en trop. J'aurais beaucoup plus réduit à l'os sur la mère, le fils et l'infirmière. Voilà pour l'intérêt d'Adam. Donc je vous recommande quand même, enfin je trouve que c'est quand même un très bon film, hein. J'ai fini sur mes réserves, mais ça reste quand même un très bon film selon moi. Et ben on passe à notre 4e film qui est Nino de Pauline Locès. On se connaît, non? Si, on était au collège ensemble. Et c'est quoi là que tu peins? De la neige. L'autre jour, je me demandais comment elle était morte. Il a compris qu'elle allait mourir, qu'elle a senti. Qu'est-ce que ça changerait? T'aimes bien avoir un enfant? J'aime bien, ouais. Attends, on arrête la fête, non? On va pas faire comme si tout allait bien, là, c'est... On fait déjà tout ça. Dans 3 jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D'ici là, les médecins lui ont confié 2 missions, 2 impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. Du coup, c'est moi qui vais parler de Nino.
je tiens à préciser que je suis arrivée en retard à la séance, donc je n'ai pas vu les 9 premières minutes, et je préfère le dire. Mais néanmoins, j'ai vu le reste du film, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Déjà, c'est un premier film. Et c'est un sujet que je trouve pas facile parce que c'est l'histoire d'un homme qui a à peu près la trentaine, qui découvre qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Donc il n'y a aucun spoil, hein, c'est vraiment ça, c'est le début du film, l'annonce. Et qui en fait apprend qu'il a un cancer le vendredi et qu'il doit débuter une chimiothérapie le lundi. Et donc on le suit du coup le temps d'un week-end en fait. Voilà, et donc je trouve que moi, ma grande appréhension vis-à-vis de ce film, c'était déjà que ce soit un petit peu plombant, d'une part, et d'autre part que peut-être ça tombe dans certains travers que peuvent avoir ces films, c'est-à-dire d'être tire-larme, d'être peut-être un petit peu d'avoir des gros sabots sur certains sujets, voilà, et je trouve que en fait le film est extrêmement fin dans l'écriture, qu'il arrive à amener des moments de légèreté, des moments d'humour, et des moments aussi plus sombres mais sans être dans le pathos. Et donc je trouve que en fait finalement là où il vient pas te chercher, enfin là où il vient pas te tirer une émotion, bah finalement en fait elle arrive assez spontanément parce que t'es un peu ému par ce jeune homme qui essaye d'assimiler cette nouvelle le temps d'un week-end, avant un traitement qui va commencer rapidement. Et ce qui est aussi assez intéressant dans le film, c'est que en fait, tu sens que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt anxieux, qui est assez déprimé, et en fait que paradoxalement, cette annonce-là va lui redonner un petit peu de vie. Mais pareil, c'est assez subtil. C'est pas que du jour au lendemain, il va dépenser tout son compte en banque, hein, mais il y a quelque chose qui se passe en fait aussi en lui, dans sa manière d'aborder les autres et dans sa manière d'aborder l'instant présent. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans le film, tu sens à quel point quand tu vis quelque chose ou que tu apprends quelque chose d'aussi grave, ton rapport avec le temps change. Et je trouve que c'est hyper bien retranscrit. Et la dernière chose que moi j'ai adoré dans le film, c'est que en fait il perd ses clés, et donc en fait il passe un peu le week-end à déambuler dans Paris. Donc déjà, je pense que quand t'es parisien, c'est assez agréable parce qu'en fait c'est vraiment un film qui rend hommage à la ville d'une manière assez jolie. Et donc tu le vois vraiment déambuler dans Paris et tout, c'est assez chouette. Ça fait un peu film des frères Safdie mais version Paris, quoi. C'est assez chouette. Et en fait, il y a un espèce de road movie qui s'installe. Alors il est à pied, mais où en fait du coup il va rencontrer plein de gens sur son passage, des gens qu'il connaît, des gens qu'il connaît pas, et qui vont un peu tous finalement le marquer d'une manière ou d'une autre, quoi. Et voilà. Et je sais pas si, peut-être qu'après, si vous avez des questions, je vais réussir à dire plus de choses, mais c'est comme ça dans les grandes lignes ce que j'avais envie de dire sur le film. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça vraiment moi, c'est une copine qui m'en a parlé, et je l'ai pas du tout vu passer ce film, et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été plus mis en avant, parce que c'est vraiment un super film. Moi, j'avais déjà une première question. Est-ce qu'il n'y a pas... Mais du coup, donc, si il rentre pas chez lui du week-end? Non. Donc, en fait, d'accord. Ça, déjà, donc, est-ce que... Donc, c'est un peu onirique comme week-end? Un peu, ouais. Tu sens que c'est un moment qui est un petit peu suspendu dans le temps, déjà du fait de cette annonce, mais aussi du fait que en fait, il va avoir plein de jours sur son passage. Par exemple, tu vois, il va aller au bain-douche. Enfin, en fait, plein de choses qui, du coup, sortent complètement de son quotidien et qui fait qu'il va aussi être amené à avoir des rencontres un peu particulières, quoi. Et est-ce que il annonce à chaque fois aux gens qu'il a un cancer, ou c'est pas du tout le sujet
C'est pas trop le sujet, et ce qui est assez marrant, c'est que en fait, il a énormément de mal à parler de son cancer. Donc en fait, le film, il y a cette lourdeur où toi, tu sais, parce qu'en fait, le film commence sur l'annonce, donc tu sais qu'il a ça. Tu le sens aussi lourd, mais en fait, c'est pas souvent évoqué. Et en fait, il en parle beaucoup plus aux inconnus que aux personnes de sa famille. Par exemple, à un moment, il va voir sa mère dans le week-end parce que c'est son anniv. Et en fait, sa mère, elle le saura jamais qu'il a un cancer tout au long du film, tu vois. Donc, c'est pas forcément ça le sujet. Et l'autre truc qui est intéressant que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, son père est mort lui-même d'un cancer. Et donc, il y a toute l'angoisse qu'il a, lui, et qui revient de la mort de son père, qu'il n'avait pas forcément assimilé. Et donc, du coup, qui revient, où il y a pas mal de parallèles, où il pose pas mal de questions à sa mère et tout, qui est assez intéressant. Enfin... C'est vraiment bien. Mais ça a eu des bonnes critiques, non? Moi, j'ai l'impression d'avoir vu pas mal de trucs passer dessus quand même. Ouais, notamment pour l'acteur principal. Ouais, Théodore Pellerin. Où il imaginait un peu déjà meilleur espoir au César l'année prochaine. Bah franchement, ce serait mérité, je trouve. Il est vraiment il joue très très bien. Ouais, nous on l'avait vu dans la série sur Karl Lagerfeld et il était déjà... Enfin, on l'avait trouvé super. Genre, moi, j'avais trouvé que il était vraiment bien. Ouais, il y a aussi Mathieu Amalric, il y a Jeanne Balibar qui est exceptionnelle dans Mais le donc film. toi, t'as pas de points négatifs sur ce film? C'est pas obligé. Hein, ouais, je réfléchis. Je dirais que la réal m'a pas transcendée. Tu vois, enfin, quand je pense à Une bataille après l'autre, que ce soit la BO, que ce soit peut-être la pas le lumière. même budget. Ouais, exactement. C'est clair. J'ai trouvé qu'ils étaient peut-être beaucoup concentrés sur le sujet, à essayer de faire une écriture qui soit pas trop lourde. Et je pense que du coup, et sur la direction d'acteur qui est hyper bien, mais du coup, je trouve que le film, en termes de réalisation vraiment technique, il n'est pas marquant. Ouais, je dirais ça. Et t'as comparé le film un peu à un film des frères Safdie, et moi j'ai en tête sur les films de frères Safdie que le rythme c'est un truc hyper important, d'être un peu nerveux, de tenir un peu, de pas avoir de temps mort. Est-ce que ça c'est une dimension qu'il y a dans ce film-là ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Non. Ça, je trouve qu'il a une forme de road movie, encore une fois, même s'il n'y a pas de voiture, parce qu'il y a... Enfin, je veux dire, quand il arrive, le film se finit sur le début de sa chimiothérapie. Tu sens que, en fait, ce week-end, il a parcouru aussi un chemin spirituel aussi. Enfin, tu vois, à travers ses rencontres. Ouais, il a cheminé personnellement. Donc, je trouve qu'il a plutôt ce truc-là que d'être assez pressé et tendu, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et ben on passe à notre 5e film qui est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Find that to be true. I need you, brother. Sensei, please. Courage, Bob. Courage. That's it. Courage. Yeah. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la révolution! Ancien révolutionnaire, désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Et ben sur Une bataille après l'autre, c'est moi qui m'y colle. Donc pour dire un petit peu d'où je parle, j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Paul Thomas Anderson. Je crois qu'il me manque encore quelques-uns des 10 films de sa filmographie, mais de tout ce que j'ai vu, je suis assez fan. J'ai notamment en tête There Will Be Blood, qui pour moi est vraiment l'un des grands films du XXIe siècle. Autour de Paul Thomas Anderson, il y a un peu deux styles de films. Il y a un peu les films un peu plus fun, un peu plus légers, comme Boogie Nights, et les plus dark, un peu nihilistes, type There Will Be Blood. Donc bon, je vous ai dit, There Will Be Blood, c'est l'un de mes préférés, donc je suis plutôt du côté dark, un peu sombre de son cinéma. Sur ce film-là, je trouve qu'on est un peu à la croisée des chemins, et c'est là où je le trouve hyper intéressant, c'est que il a un peu hybridé un peu les deux dimensions de son film. C'est-à-dire que le film est très drôle, il est presque cartoon par moment, mais il va aussi être très dark par sa violence et la cruauté aussi de certains éléments, de certaines thématiques du film.
Donc bon, je vais pas faire beaucoup de suspense autour du film, mais moi, pour le dire en quelques mots, je trouve que c'est un film immense. J'ai l'impression que chaque mois, je dis qu'il y a un film qui va être mon film de l'année, mais celui-là, c'est vraiment un très très sérieux contender, si ce n'est déjà le gagnant pour moi. Bon, si je le fais très simple sur les grands points de force, parce qu'en fait je vais pas avoir de défauts, hein, je vous le dis tout de suite, c'est le truc que je spoil, c'est que j'ai pas vraiment de défauts sur ce film. La réalisation, absolument sublime, enfin tous les plans sont pensés, hyper bien découpés. L'un des points de force aussi, je trouve, c'est le jeu avec la lumière, les ombres, les contrastes. Enfin, il y a des scènes de nuit que j'ai jamais vues aussi belles en Californie. Il y a une scène de course-poursuite qui est vraiment pour moi de l'apothéose. Enfin, le décor californien sur une route paumée qui monte, qui descend, etc. Enfin, j'étais vraiment en extase. Et après, le deuxième grand point de force du film, et sur lequel j'ai un peu envie de m'attarder, c'est les personnages. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un film de personnages. Les différents personnages sont hyper bien développés, travaillés. Bon, moi, mes deux préférés, c'est Bob Ferguson, donc, qui est joué par Leonardo DiCaprio, et le sensei Sergio San Carlos, qui est joué par Benicio del Toro. Enfin, pour moi, c'est deux personnages que je trouve exceptionnels pour des raisons un peu différentes. Le Bob Ferguson, il s'inscrit un peu dans la lignée des personnages un peu médiocres, paumés, que j'adore suivre. En fait, j'adore quand il y a des films comme ça avec des enjeux monumentaux et qu'en fait le personnage principal, c'est un mec qui est complètement du père, qui est dépassé par les événements, pour lequel tu sens qu'il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte en fait, parce que tu comprends pas comment il va pouvoir se départager se départir de ces galères là actuelles. Et sachant qu'en plus, ce que je trouve incroyable, c'est l'interprétation de DiCaprio. Enfin, et en fait, il incarne le personnage tellement bien, rien que juste la démarche, enfin la manière dont il travaille la démarche de son personnage, parce que du coup, il va y avoir beaucoup de plans séquences. Enfin, c'est une scène c'est un film où il recherche sa fille, donc c'est une grande déambulation dans la Californie. Juste la manière dont il a travaillé la démarche du personnage, c'est génial. Et il y a un plan séquence où juste il cherche à charger son téléphone, genre ça spoil rien. C'est grandiose. Et genre, moi, toutes les scènes qui sont habitées par ces deux personnages-là, j'étais complètement. Enfin, j'aurais aimé en voir plus, en fait. J'aurais aimé qu'on continue, qu'on fasse des spin-offs, des séries, des films sur ces deux personnages-là, parce que j'ai adoré. Et pourtant, ce qui est fort, c'est que c'est même pas les deux seuls bons personnages du film, parce qu'en fait, il y a le personnage de Sean Penn où je laisserai peut-être vous y revenir, mais je le trouve exceptionnel. Même la fille, je la trouve bien. Donc voilà, pour moi c'est la grosse force des personnages, c'est les personnages parce qu'ils apportent plein de choses, ils apportent l'humour du film, là les deux personnages que j'ai cités notamment DiCaprio et Benicio del Toro, c'est vraiment deux grands éléments comiques du film et il y a de l'humour, je l'ai dit presque cartoon, il y a des chutes, il y a des trucs vraiment très bêtes et méchants mais qui marchent hyper bien et ça j'ai vraiment adoré et j'adore aussi qu'un film d'auteur qui ait de l'ambition se permette en fait un humour aussi basique, un peu, qui revienne aux bases, mais qui fonctionne hyper bien. Et la deuxième dimension qui est apportée aussi par d'autres personnages plus que Bob, c'est la dimension politique du film. Le fond politique, je le trouve assez riche et en plus il est assez divers parce qu'en fait il y a l'idéal révolutionnaire, il y a l'immigration, il y a le suprémacisme blanc aux États-Unis qui se croisent ensemble. Et je sais que le mois dernier on avait eu un peu de critiques, un peu de réserve par rapport à Eddington qui voulait aborder beaucoup de sujets à la fois. Là je trouve que c'est hyper bien fait, encore plus que Eddington que je défendais déjà un peu sur cette dimension-là. Mais là, je trouve que la manière dont le scénario est écrit pour que les trois dimensions se croisent et des enjeux communs et qui est même presque une solidarité entre certaines causes et face à un antagoniste commun, ça marche hyper bien. Et je trouve que le fond politique, il est jamais surligné. Enfin, en fait, c'est pas un truc dans ta gueule, c'est pas militant dans le sens un peu mauvais du terme où on serait très moralisateur. C'est un cadre, c'est un arrière-plan. Et après, on développe des vrais personnages, une vraie histoire, de l'action, de l'humour, de l'humanité. Et vraiment, j'ai trouvé ça superbe. Et voilà, et je l'ai dit, donc l'action aussi que je trouve hyper bien maîtrisée. Enfin, il y a des vraies scènes d'action, de course-poursuite, de choses comme ça qui sont vraiment hyper bien maîtrisées. Enfin, en fait, c'est encore mieux que le cinéma d'action actuel qui se concentre que sur l'action. Donc, c'est quand même déjà aussi un trait de force. Donc, voilà, honnêtement, plus j'y pense et plus je me dis que c'est un film qui est proche de la perfection. Enfin, j'ai vraiment pas de nuance sur le film. Je l'ai adoré de bout en bout. Ça dure 3 heures. J'en aurais pris une demi-heure, 1 heure de plus facilement. Enfin, non, j'ai adoré. Je vais vous laisser prendre la suite.
Bah, surtout sur la longueur, on n'a pas du tout l'impression que ça dure 2h42. Il y a vraiment un rythme dingue. À la fin, moi, je me disais, mais du coup, c'est quand que je vais trouver ça long? Parce que je me dis toujours, dans les films de plus de 2h30, il y a un moment où je trouve ça un peu long. Et là, il n'y a aucun moment où c'est long, et ça, c'est assez génial. Bah, moi, de toute façon, je suis hyper alignée. J'ai un peu la même question que toi, Walid. Genre, enfin, j'ai pas voulu, quand on a tous noté le film, j'ai pas voulu mettre 5 parce que j'avais l'impression de peut-être pas avoir eu autant d'émotions qu'un film où, par exemple, j'ai pu mettre 5 à The Fablesman parce que j'ai eu des émotions très fortes, alors que là, j'étais hyper admirative, mais je sais pas si j'ai eu des émotions corporellement genre aussi fortes. Mais plus je pense au film et plus genre j'ai vraiment envie de lui mettre 5. Donc ma note va peut-être changer. Pardon, Gaston. C'est vrai qu'au niveau des émotions, je trouve qu'il y en a pas autant que dans d'autres films. Et pourtant, c'est quand même complet dans le sens où il y a Ouais. quand même de l'humour, quand même de la sensibilité. Mais pour autant, il n'y a pas vraiment de moment. Il y a un petit moment émotion, mais c'est pas beaucoup. Et c'est peut-être aussi bien que ça soit pas tire-larme ou que tu sois pas pris de larmes par ce moment, tu vois. C'est un peu presque pudique. Ouais. Mais moi, je suis hyper d'accord aussi que le rythme, enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et qui est une vraie force du film parce que, enfin, je trouve qu'on voit quand même beaucoup de films et je trouve que c'est vraiment un point noir de beaucoup de films, je trouve, cette difficulté à bien jauger le rythme. Et là, c'était vraiment assez parfait. Moi, j'ai adoré aussi enfin, je trouve que les personnages sont hyper bien caractérisés et j'ai adoré qu'ils soient pas manichéens. Enfin, je trouve que même Sean Penn, il y a des moments où, en fait, il est attachant quand même. Même Ah elle, ouais. tu vois, la révolutionnaire, bon, bah, j'ai pas envie de spoiler, mais finalement, au début, c'est un peu vraiment la queen, elle est incroyable. Et en fait, après, bah, c'est pas un personnage complètement parfait. Enfin, on se rend compte qu'elle a fait des grosses erreurs. Et ça, j'adore que les personnages ils soient hyper binaires comme ça. Et enfin, ils sont hyper bien caractérisés. Et moi, bah, je voudrais vraiment. Enfin, je trouve que c'est un scénario hyper original. Enfin, j'étais hyper contente justement de pas. Parce que là, quand j'ai entendu le pitch que tu as lu, Gas, je me suis dit heureusement que j'ai pas lu le pitch. Parce que là, par exemple, en fait, Enfin, moi, par exemple, qui n'avais ni vu la bande-annonce, ni lu le pitch, je savais pas du tout ce qui allait se passer dans cette deuxième partie. Je savais même pas qu'il y avait un saut temporel. Et ça, je trouve ça trop cool qu'il y ait vraiment deux époques distinctes. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était hyper original et je soulignerai la même chose que toi, Walid, sur le fait que bah, moi, j'ai vachement de mal avec les films qui essayent de traiter plein de sujets de société un peu en liste. Et là, je trouve qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais que l'un sert l'autre et c'est hyper organique et j'ai trouvé que ça marchait vraiment super bien. Ouais, moi j'ai grave la flemme des films politiques avec une morale, moralisateur, qui parle de la Mm. société, machin. Et là, c'était pas du tout ça, quoi. Bah, C'était ça sert l'histoire, tellement quoi. lisse, quoi. Ouais. Tellement. Tu te rendais même pas compte. Enfin, Mm. moi, je me rendais même pas compte que finalement, ça parlait de politique. Ouais. Alors, parce que t'as de l'action, parce que t'as de l'humour, Ouais, parce que t'as des complètement. personnages hyper attachants. J'ai l'impression de suivre une histoire. Et c'est tout, quoi. Et ça, j'adore, quoi. Ouais, je suis d'accord. Sneha T'es là? Allez, on se réveille. Non, mais je suis grave d'accord avec vous. Je vais pas vous paraphraser. Moi, en fait, j'essaye de chercher des points dans lesquels. En fait, je pars de la même chose que Nina, c'est que c'est un film auquel j'ai mis 4,5, j'ai pas pu mettre 5 parce que j'avoue que j'ai pas du tout eu des émotions aussi fortes que d'autres films qui peuvent être parfois moins parfaits. Mais qui peuvent me procurer aussi des émotions fortes. Et j'essaye un peu de l'expliquer. Et je pense qu'il y a un truc que moi j'aurais aimé qu'il soit davantage développé, c'est la relation entre le père et sa fille. Parce que je trouve que du coup tu les vois très peu ensemble. Et donc du coup l'enjeu qu'il peut avoir lui en tant que père de la retrouver, bah, je l'ai pas senti comme lui. Parce que en fait elle on la voit finalement très peu. Et quand on la voit elle est déjà un peu rebelle, un peu... Enfin elle est pas tout de suite hyper attachante je trouve comme fille. Et donc ça, je trouve que c'est dommage parce que du coup, comme il pouvait pas tout traiter, il a pris vraiment 30 minutes pour
installé la période révolution avec sa mère, avec les Frenchies et tout. Et ensuite, 16 ans plus tard, et là, tu les retrouves tous les deux. Mais c'était peut-être un peu trop abrupt, ce qui fait que moi, ça m'a peut-être après empêché d'être vraiment à fond dans les enjeux des personnages. Et j'avais peut-être toujours un peu une pointe de... Enfin, c'est pas de recul, mais où j'étais... Ouais, enfin voilà, le mot c'est à fond, quoi. Et l'autre truc, c'est que je sais pas... moi, je m'y connais pas forcément très bien, mais je m'y connais pas du tout d'ailleurs. Mais en fait, j'avais l'impression parfois que ça me paraissait pas hyper réaliste. Alors bon, c'est pas un film qui s'inscrit dans le réel, hein, on est d'accord, mais je comprenais pas comment un mec qui, pour des enjeux extrêmement personnels, de rentrer dans un groupe suprémaciste blanc, puisse avoir avec lui toute une armée pour aller chercher une fille et son père, indépendamment d'un état de droit, alors qu'on est quand même aux États-Unis. Et je pense que tu peux pas juste, comme ça, avec toute une armée, tuer des civils sans qu'il y ait jamais de justice qui soit faite. Et ça, du coup, je pense que je me posais un peu ce genre de questions pendant le film. De pas tout à fait comprendre dans quelle temporalité le film s'inscrivait. Mais ça, on le comprend, non? Qu'il filoute pour faire ça. Lui, Bah ouais. il est pas du tout... lui, il a pas le droit de faire ça. Ouais, c'est le truc mais qui est un peu classique dans l'histoire américaine, c'est que ils mettent une suspicion de menace autour de la drogue mexicaine, etc. Et du coup, ça engage l'armée, la police locale pour les aider à démanteler un pseudo réseau qui n'existe pas. Parce que du coup, Ça, on ce le qui comprend, justifie ouais. l'intervention dans la ville, là, pour aller chercher du coup la fille et son le père. père, c'est qu'il a menti sur une suspicion d'un réseau de drogue dans l'usine qui s'appelle Chicken Licking, là, et au lycée, et donc il fallait intervenir là. Mais du coup, lui-même, il a manipulé pour arriver là. Ouais. Et moi, pour répondre sur ton premier point, sur le lien entre la fille et le père, là où je serais pas forcément d'accord avec toi, c'est que je suis d'accord que sur le côté, quand elle est adolescente, c'est une seule scène, mais en fait, par contre, le lien entre sa fille et lui, il est beaucoup plus quand elle est petite, en fait, quand elle est bébé, parce que, comment l'expliquer sans le spoiler, mais lui, il est quand même, il met sa vie en suspens quand elle arrive. Ce que d'ailleurs la mère lui reproche. Parce que du coup, lui, il est à fond sur la fille, il lâche tout pour elle en fait. Donc, pour moi, ce lien avec sa fille, il est là en fait, il est à cette phase-là. Et d'ailleurs, la résolution du film vient un peu trouver un entre-deux, un compromis de cette question-là, de l'idéal révolutionnaire et de qu'est-ce que t'en fais quand t'es parent et que du coup, t'as d'autres attaches, etc. quoi. C'est là où je trouvais que le lien entre la père et le fille, il était fort. Bah, moi, c'était peut-être pas suffisamment pour moi, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'était suffisant pour moi. Pas moi. Moi, oui. On aura l'occasion d'en reparler dans le top 5. Ouais, j'imagine que ça sera dans notre top film. J'imagine qu'on est quand même très unanime. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le film? Moi, j'ai tout dit. Bon, vous l'avez compris, on a vraiment adoré ce film. Moi, je suis encore assez choqué et même presque triste que j'ai d'avoir dû quitter l'univers de ce film-là, qu'on reverra plus ces personnages-là. Parce que j'ai quand même de la tâche et le personnage de DiCaprio dit Viva la Révolution, et ben moi je dis Viva le cinéma quand c'est comme ça. Allez, on passe à notre dernier film qui me fait moins penser que Vive le cinéma, mais on y va quand même. Allez, on passe à notre dernier film qui est sorti sur Netflix, c'est French Lover de Nina Reeves. Oups, pardon, je peux passer? Attends, je suis vraiment désolé. Je sais pas, moi, je peux te raccompagner chez toi? Pourquoi un mec qui peut avoir les plus belles filles du monde se retrouve dans ma cuisine à faire son regard qui tue, quoi? T'es belle, mais pas comme toutes ces filles à la con. T'es vraiment... Belle pour une boche. Abel Camara est la grosse star du moment. Et lorsque Marion, l'incarnation parfaite de la girl next door, lui rend un service un jour, aucun des deux ne soupçonne que c'est le début d'une grande histoire d'amour. Alors, French Lover. Je m'attendais à un film avec des clichés, avec un peu la sauce Netflix. Donc, j'étais quand même plus déçu que ce que je pensais. Parce que j'ai
pas trop aimé le film, alors que je m'attendais à, malgré ces deux choses dont je parlais au début, aimer quand même un peu le film. Et en fait, non. Ça parce que j'ai trouvé Omar Sy pas ouf. En vrai, il joue très bien, mais c'est vraiment, pour moi, c'est trop lustré, j'ai trop l'impression qu'il y a un filtre Netflix. Même Anna Giraudot, Sarah Giraudot, merci. Elle chuchote tout le temps, elle est hyper un peu en mode eau de Javel, quoi. Il se passe pas grand chose. Et l'histoire, bon bah oui, c'est très classique, c'est très cliché. Ils s'aiment, mais ils ont un amour impossible parce qu'elle est pas connue et lui il est méga connu. Oui, merci, on l'a vu 1000 fois. Et là, ça passe plus en fait. Enfin, faut faire d'autres histoires, hein. Par exemple, euh, par exemple, une bataille après l'autre, ça c'est une histoire originale. Parce que moi, des fois, je me dis, mais en fait, il n'y a plus d'histoires originales qui existent, on les a toutes faites. Peut-être que c'est ça le problème. Et en fait, non, il y en a d'autres qui existent, il faut juste les inventer. Et malheureusement, là, on l'a vu 1000 fois, donc franchement, c'était pas ouf. Voilà, voilà, c'était pas ouf. Voilà, je vous laisse. Enfin, c'est mon avis, hein, je vous laisse la suite. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur le fond. J'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Je pense que quand on a proposé de le regarder, on avait envie d'une comédie, d'un truc un peu marrant, léger. Et j'ai trouvé que déjà cette promesse-là n'était pas tenue. J'ai pas tant rigolé que ça. Bah, Alban Ivanov, quand même, assez drôle. Xavier Lacaille aussi. Ouais, mais putain, Xavier Lacaille, il est drôle, mais il a 2 répliques, quoi. Et Alban Ivanov, en vrai, il est drôle, il a 5 répliques. Et Agnès Surstel aussi, la sœur. Ouais, oui, les deux sont drôles, là. Le duo Xavier Lacaille et Agnès Surstel sont drôles, mais à deux, ils ont 6 répliques. Et Mister Alban Ivanov, il a 7 répliques à lui tout seul, mais c'est Alban Ivanov qu'on a vu 1000 fois et donc on a toujours vu faire les mêmes vannes. Tu vois, même lui, c'est un cliché, on le voit toujours faire les mêmes blagues, tu vois. C'est vrai. C'est qui Alban Ivanov? Il joue quoi dans... Son meilleur pote d'enfance. À qui? À Omar Sy. Il n'y a pas d'autres personnes dont on voit le meilleur ami d'enfance. Ouais, hein. non. Tu sais, il a son agent, il y a une femme et il y a un mec avec lui. Il a 2 personnes. Oui, c'est bon, je l'ai. Ok. Oh là là. Faut canceller l'épisode. Ouais, donc en fait, j'ai trouvé ça pas très marrant. J'ai l'impression que de prendre Omar Sy, c'était un petit peu le gage que ce serait un film marrant et finalement, c'est quand même pas lui qui nous fait le plus rire. Je pense que sur ça, on peut tous se mettre d'accord. D'accord. Ensuite, j'ai trouvé que... Moi, je suis hyper d'accord avec Nina. Je me suis dit, la dernière fois, c'est un hyper bon critère de comédie romantique. C'est que je trouve qu'une bonne comédie romantique, t'es quand même à fond dans le couple. C'est-à-dire que t'as envie qu'ils finissent ensemble. Moi, là, j'étais pas forcément à fond. C'est-à-dire qu'ils finissaient pas ensemble. Franchement, ça me faisait un peu ni chaud ni froid. Donc, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose dans l'alchimie des personnages et dans les enjeux de leur relation qui est passé à côté parce que ça fonctionne pas. Et je trouve que j'ai l'impression que la promesse du film, c'était de faire une comédie romantique assez classique, mais d'essayer d'avoir des moments d'émotion un peu forts. Et je trouve que c'est quand même très classique, mais c'est-à-dire que vraiment, c'est un peu paresseux, moi, à mon sens. Hein. Et pour autant, je trouve, tu vois, par exemple, on a vu One de All of You. On a vu All of You hier. Je l'ai. Tu l'as, c'est vrai. Et je trouve que franchement c'est assez classique, mais c'est quand même... tu vois, il y a un truc qui est travaillé, il y a quelque chose qui est dit sur l'amour, par le côté science-fiction, par le concept. Là, franchement, tu vois... et voilà, et aussi, par exemple, ce que je veux dire, c'est que, juste, et après je te laisse rebondir, Cass, par exemple, la dernière comédie romantique assez classique qu'on a vue, c'était Avignon. Ouais. Et j'ai trouvé que le grand point fort de Avignon, c'était qu'on rentrait dans l'univers du théâtre. Et que du coup c'était assez intéressant en fait parce que même si t'avais en fond une comédie romantique assez classique c'était quand même assez nouveau et là je trouve qu'en fait il y a rien qui est vraiment développé, que ce soit l'univers des personnages, que ce soit les thèmes de fond, donc l'amour,
Et donc voilà. J'ai pas trouvé ça génial. Mais en fait, vous trouvez pas à aucun moment on a l'impression qu'ils s'aiment? Ouais, je suis Parce tellement que d'accord. genre il y a aucun de signe d'amour, ni de la part d'Omar Sy, ni de la part de Sarah Giraudot. Ouais, y a pas d'alchimie. Hein. Il n'y a pas d'alchimie. On a l'impression qu'ils sont collègues. Ouais, complètement. Ils sont collègues. Il n'y a aucune alchimie, aucune complicité. Il y a Omar Sy qui fait les yeux doux, donc forcément elle tombe amoureuse, alors qu'en fait, bah, il fait juste des gros yeux bizarres. Moi, j'ai pas compris. Ouais, je suis hyper d'accord. Genre, il n'y a aucune alchimie. Elle veut faire une rando avec lui. Il est en mode non, il s'engueule, mais elle, on n'a pas l'impression qu'elle est déçue parce qu'elle est toujours effacée. Donc, elle peut avoir aucune émotion. Il n'y a aucune émotion amoureuse, il n'y a rien. C'est vraiment, pour moi, il y a un filtre à émotion, quoi. C'est trop lisse, quoi. Ouais. C'est un filtre Snapchat. En fait, Ouais. moi, je voudrais un peu contredire un peu un truc que tu as dit et un peu rebondir sur quelque chose de Snéha, un argument de Snéha. C'est que, en fait, moi, je trouve que quand je regarde une comédie romantique, je vais pas. Enfin, il y a des codes du genre que je sais que je vais retrouver. Et du coup, bah, comment dire? Il y a certains codes où je les retrouve et donc je suis pas en quête d'une originalité folle. En revanche, là où j'étais d'accord avec Snéha, c'est que souvent, dans les bonnes comédies romantiques, il y a quand même un concept. Et là, au début, il y en avait un concept et qui n'ont pas du tout exploité. Et en plus, on en a parlé hier quand on se demandait, mais en fait, à partir de quand ça se passe mal? En fait, en réalité, ça se passe vraiment mal à partir du moment où elle refuse de faire la randonnée. Mais en fait, là où ça aurait dû mal se passer, c'est quand elle découvre que en fait, il s'est servi d'elle pour c'était quoi, pour sa cote de popularité. En vrai, c'était un peu ça. Oui, c'était ça, pour qu'il retrouve Mais finalement, il quelqu'un. l'a pas fait, ça. Oui, mais il l'a pas fait, mais quand elle se rend compte Bah, qu'il et s'est il lui a servi jamais d'elle, dit- elle est en mode ok, il y a pas de problème. Parce qu'en fait, il tombe Non. amoureux d'elle, mais à la Ouais, base, ouais. il retourne la voir si. pour ça. Il retourne la voir parce Mais que oui. la meuf est enfin parce que son agent est en mode il faut que tu te trouves une copine et là il se dit Oui. ah ouais, il y avait cette fille que j'aimais Mais oui. bien. Ouais, mais après, il dit que non, finalement. Oui. Parce que du coup, quand il Oui, la mais revoit. Oui, il Et dit moi, je trouve que c'est l'un des seuls points positifs un peu originaux du film, c'est d'avoir évité le schéma de il y a une manipulation de départ, il y a un quiproquo, on s'embrouille et on se rabiboche Oui, parce que t'es important pour moi. Mais si Bah, on moi, je retombe trouve- dans le schéma. mais du coup, il se passe rien. Parce Moi, que je du trouve coup, qu'on a parié sur ça et c'était quand même une grosse trahison et c'était ça le concept de départ et en fait il floppe complètement puisqu'après elle est en mode ah oui il a essayé de me manipuler mais il est trop mignon, il me fait tourner en sortant de soirée et c'est oublié, je trouve ça un peu facile. Bah, surtout que du coup, en voulant esquiver ce cliché et même nous on l'avait call pendant le film, bah, c'est que du coup il se passe rien. Il y a pas de il y a un moment mais vite fait où les éléments sont au plus bas et il faut essayer de remonter. Mais c'est tout. Du coup, on n'est jamais dans le down de la relation. Non, mais je suis Juste à un d'accord moment, que... il y a pas de rando. Ok, ok, super. Non, mais je suis d'accord avec vous que pour moi, il évite un peu ce cliché-là, mais qu'il fait pas grand-chose derrière d'original. En plus, moi, mon problème avec ça, c'est que je trouve que il y a un peu un déséquilibre entre les deux personnages. Où, moi, j'ai du mal avec les deux personnages principaux. Abel Camara, il est présenté comme l'acteur un peu bousillé qui fait sexe, drogue, rock'n'roll, mais t'as Omar Sy rayonnant, tout sourire à la place. Donc, j'ai vraiment du mal à croire à ce personnage-là en tant que mec bousillé qui sabote un peu tout ce qui lui arrive. Et le personnage Sarah Giraudot, le problème que j'ai, moi, c'est qu'elle est trop parfaite, en fait. Genre, ça en devient agaçant, mais c'est-à-dire qu'elle a rien à se reprocher. Et dans toute l'histoire du film, quand le couple part mal ou quoi, bah, c'est plus de sa faute que d'elle. Et tout du long du film, bah, on peut se dire que Abel Camara, il a un peu grandi, il a un peu maturé. Elle, c'est la même de point A au point B parce qu'elle est partie en étant parfaite, quoi. Et que du coup, ça lui a pas apporté grand-chose, je trouve, ce film. Et puis même, je trouve que dans les comédies romantiques bien faites, il y a quand même le moment un peu de galère où il y en a un des deux qui rame, un qui veut pas, c'est quand même plus incarné. Alors que là, en fait, dès le début, comme tu disais à juste titre, Snéha, ils se mettent ensemble hyper vite. Franchement, je trouve que ça arrive trop vite. Et après, en fait, le seul moment un peu de galère, c'est un peu incarné en accéléré. Il lui envoie des textos, elle répond pas, il toque à sa porte. Mais en fait, ça va trop vite. Et du coup, en fait, Mais oui, on voit même pas que c'est un moment de galère. On a l'impression que c'est un peu un moment de creux du couple, mais Ouais, c'est ça, t'as pas le temps. Je trouve que ça arrive trop tard dans le film, en fait. ouais, c'est ça. Ils sont plus ensemble, mais vas-y, il est passé à autre chose, tu vois.
Lui, on voit même pas, à part qu'il lui envoie des textos et qu'il est devant sa porte, on voit même pas qu'il est deg. En vrai, il Oui, est pas c'est ça, deg, il c'est est ça. juste en mode ah là là, j'ai plus de meuf. Ouais, je suis d'accord. Bah, il y a Lex qui revient un peu dans sa vie aussi. Parce que tu sais, il y a la séquence Ouais, de montage il y a hyper Lex. rushée là. Bah ouais, ça va beaucoup trop vite. Il y a ça, Lex, mais du coup, ok, il se remet avec Lex, mais après, il se resépare avec Lex et il revient, mais du coup, on comprend pas. Non, mais les qu'il ex, c'est des revient. objets dans le film. Hein. Non, mais oui. Non, mais deux, hein, des deux le côtés. rythme, moi je trouve que le rythme il est hyper mal géré et pour moi une comédie romantique ça tient aussi beaucoup sur ça. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je trouve que le pire, pour moi, c'est le final du film. Ah ouais, le final, je suis d'accord. Enfin, bon, on a pas mal un peu spoilé, mais bon, sans spoiler, ça tourne autour de la cérémonie des Césars. La recréation de la cérémonie Ouais. avec un budget de 5 balles 51 mars, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, ça me sort complètement. Et pourtant, Ah non. il m'en faut beaucoup pour me sortir, mais là, ne Non, pas attends, avoir pris le théâtre du Châtelet, faire un vrai truc avec de la vraie figure et tout. Quand t'es Netflix, je trouve que c'est vraiment abusé ouais, et que c'est du coup, ça abusé, donne un résultat, mais cheapos. Et en plus, non, mais. En plus, ça rate son projet de départ parce que c'est censé te montrer qu'il a grandi, qu'il est prêt à sacrifier son intérêt personnel, mais en fait, finalement, le Il y film va fait quand même. les deux trucs. Enfin, en fait, il n'y a plus de sacrifice à la fin. Il a la meuf et il a ce qu'il voulait à titre personnel. Enfin, bon, c'est raté de chez raté pour moi. Donc, ouais, je pense que le final, c'est un peu le pire. Ah ouais, c'est. Ah, moi, je trouve que le début est cata hein, aussi. Je trouve que c'est un film, tu as l'impression que vraiment, ils savent pas trop où ils veulent aller et qu'ils ont des lignes de fond, mais que c'est pas très précis. Genre, quand il est dans le bar et qu'elle est en train d'écrire un texto, qu'il pense qu'elle l'a filmé, et en fait, il est hyper énervé contre elle, et puis finalement, elle décide de partir. C'est déjà, les dialogues sont hyper mal écrits, c'est Ah ouais, mal c'est joué. hyper mal écrit, Et pour moi, ensuite, il arrive en voiture, il va la chercher, t'es là, mais enfin, dans quel monde ça se passe en fait? C'est ça. Enfin, tu vois, tu t'énerves, la personne, tu la vois plus, tu vas pas juste la chercher dans Paris, la raccompagner chez Mais elle. oui, enfin. mais oui. Après, il y a son mec qui arrive, genre tu fais croire que t'es son mec, enfin n'importe quoi. Y a rien Non, qui mais va, c'est franchement c'est un peu une catastrophe. Ah, y a rien qui va en vrai. Non, mais sur le moment ça se regardait, mais franchement c'est vrai que je Oui. trouve que quand tu prends un petit temps pour y réfléchir, c'est dur de sauver. Oui, on n'a pas passé un moment terrible par contre. Non, ça, on peut le non, dire, par quand contre même. non, c'est vrai. Genre, on n'était pas à soupirer toutes les 2 minutes et à souffrir devant le Ouais, visionnage. c'est divertissant, mais. Ça se regarde dans le train quoi. Mais à quel prix, quoi. Pénible, hein, quand même. Moi, par exemple, j'ai préféré regarder Love is Blind. Ah bah oui. Personnellement, sur l'échelle du divertissement. Ah bah oui, Sans commune oui, mesure. sans commune mesure. Donc c'est dire. Ça sera le mot Et ben voilà. conclusif de Et ben, notre podcast. oubliez le cinéma, on vous recommande la télé-réalité sur Netflix. Et bah parfait, et on est bon du coup. Ouais. On est bon. Et bah merci à tous et à toutes, on vous donne le rendez-vous le mois prochain. Donc vous l'avez retenu, hein, on a plutôt mitigé sur les films qu'on a vus ce mois-ci, à part Une bataille après l'autre, qu'on vous recommande très très chaudement encore une fois. Allez, à plus, salut.